Bien, on va continuer donc de parler du Covid-19. Nous allons passer maintenant au Nigeria, évoquer donc la situation du confinement. Les forces de sécurité nigérianes ont tué 18 personnes accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement mises en place dans le pays le plus peuplé d'Afrique pour enrayer l'épidémie du coronavirus. Selon un des comptes d'une commission nationale des droits de l'homme, la commission a enregistré 105 actes de violation des droits de l'homme perpétrés par les forces de l'ordre et 18 personnes tuées dans des exécutions extrajudiciaires. Dans un rapport publié le 15 avril 2020, soulignant que le Nigeria enregistre jusqu'à présent 407 cas officiels d'infection et 12 décès déclarés. C'est, Vivien, de la violence gratuite? De la violence gratuite, du zèle et du mauvais usage de la force que l'État met à votre disposition. Vous savez, chez nous au Togo, il y a un proverbe qui dit, quand il y a quelqu'un qui a une tête rouge au village, on dit le village de ceux qui ont la tête rouge. Et dans l'armée, dans la sécurité, il y a quand même beaucoup d'agents qui maîtrisent et qui respectent scrupuleusement les dispositions réglementaires. Mais il y en a qui veulent montrer leur zèle. Il y en a qui ont peut-être des comptes à régler peut-être avec l'État. Parce que quand il y a de ces erreurs graves-là, ce n'est pas en fait la police qui est indexée directement. C'est plutôt l'État. On va parler de respect des droits de l'homme. Bon, on ne peut pas, en protégeant la vie, ôter la vie. Ça n'a pas de sens. Le confinement ou les mesures barrières, c'est justement pour que les citoyens soient protégés, pour que les citoyens ne meurent pas du coronavirus. Mais on ne peut pas accepter qu'aux 12 décès que le Nigeria a enregistrés, qu'on y ajoute également des décès dus à l'exercice de la force, à de la violence, à de la torture. Ce n'est pas normal. Et quand vous suivez les responsables de la sécurité, les ministres en charge de la sécurité, ces ministres n'ont jamais donné comme consigne aller essayer de frapper à mort tous ceux qui ne respectent pas les mesures. Non, parce qu'il y a un travail. Si on prend le cas du Togo, par exemple, le ministre Yarka a été très clair. Il y a d'abord un travail de conscientisation qui doit être fait. Et c'est juste après ça, maintenant, il y a aussi les sanctions. Les sanctions, ce n'est pas de toucher à la personne, puisqu'on nous dit de ne pas contacter d'autres personnes, de ne pas toucher d'autres corps. Mais il s'agit d'appliquer ce qui est conventionnel. Quand vous êtes un officier ou un policier, un gendarme, un militaire, et vous êtes chargé de faire respecter un couvre-feu, par exemple, si vous voyez qu'il y a des citoyens, vos concitoyens, qui ne respectent pas le couvre-feu, vous allez les punir suivant la convention. C'est-à-dire, on peut te demander de les suivre toute la nuit, on peut t'envoyer au commissariat le plus proche, tu vas rester là-bas assis sur un banc pour partir le lendemain vers midi. Ça va te rafraîchir la mémoire. Demain, tu vas sortir encore. Mais quand on en vient à toucher à la vie humaine, alors on ne protège plus la vie. Et c'est dommage parce que ce n'est pas ceux qui font la patrouille qui vont en récolter les fruits, mais c'est les gouvernants, les premiers dirigeants, et qui n'ont rien à voir effectivement avec ces erreurs très graves. Ces erreurs qui sont dues aux ailes de certains policiers. Eric Johnson, on a comme l'impression que sur le continent, le dénominateur commun des forces de sécurité, c'est la violence, la barbarie. Mais écoutez, nous disons toujours un mort, c'est un mort de trop. Nous ne pouvons pas chercher à protéger la vie des citoyens et en même temps tuer d'autres. Ça n'a pas de sens. Toutefois, je regarde la chose de cette manière. Nous sommes dans une situation de crise. Et nos dirigeants nous demandent de faire le minimum, c'est de rester chez soi pour pouvoir éviter la contamination. Le maximum qu'on nous demande, c'est de ne pas aller à nos lieux de travail où, quand vous prenez pratiquement tous les pays africains, 50 à 70% de l'économie est portée par le secteur informel. Et donc, les gens vont au travail pour trouver le pain quotidien.
et c'est le soir que les gens reviennent pour manger ce qu'ils ont eu à trouver le matin. Donc, quand on nous demande de faire ces sacrifices-là, je pense que c'est pour nous-mêmes d'abord. Maintenant, si il arrive qu'il y a des situations exceptionnelles où on est obligé de sortir, je pense qu'il faut que les dirigeants mettent à disposition des populations, ne serait-ce que par exemple un numéro vert pour appeler, pour dire je suis tel et je suis dans une situation qui m'oblige à sortir de chez moi. Ouais. Ça n'a pas été fait dans plusieurs pays. Et ce qui s'est passé au Nigeria, le confinement, et je pense que ça a été une mesure très drastique pour la population. Et quand vous voyez, vous regardez un peu les vidéos, tout ça, c'est des forces de l'ordre qui vont pour casser des étalages, des gens qui sortaient pour vendre leurs marchandises, etc. Et c'est dans ces bousculades, dans ces trucs-là qu'on détecte des morts. Toutefois, si je lis un peu ce qu'a dit le porte-parole de la police, M. Frank Mba, qui dit que il faudrait que la Commission nationale des droits de l'homme donne des informations sur le lieu, l'identité, et la période, etc., des forces de l'ordre ou des unités qui ont tué des gens. Je dis, vous êtes là pour protéger des gens. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas en quel moment ça s'est passé. Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail. Toutefois, je dis que ce n'est pas un truc qu'il faut généraliser. Il faut aussi prendre les pays au cas par cas pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Au Nigeria, le confinement, franchement, la manière dont ça a été décrété, ça a surpris la population. Les gens n'ont pas d'économie pour pouvoir survivre. Si on disait, vous restez chez vous pendant 6 heures de temps, vous avez 3 heures de temps pour faire vos petites affaires, vos achats également, etc., je pense que ça aurait permis d'atténuer un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je dis cela pour dire que, par exemple, au Ghana, on a pris le temps d'expliquer aux populations comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, on n'a pas décelé un seul mort. Il n'y a pas eu de mort. Les forces de l'ordre sont là. À la violence. À la violence policière. Donc, c'est dire qu'il faut toujours une méthode. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre les pays au cas par cas. Parce que si on généralise pour dire que le dénominateur commun des forces de l'ordre et de sécurité en Afrique, c'est la bavure, les traitements inhumains, etc., ce ne serait pas une analyse, disons, correcte. Mais le porte-parole de la police que citait tout à l'heure Eric Johnson, il dit que la commission reste très générale dans ses accusations et qu'elle confonde toutes les agences de sécurité dont la police. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est que le Nigeria a beaucoup d'agences de sécurité et que ces violences auraient également pu être le fait des agences de sécurité, mais on oublie que fondamentalement, la sécurité intérieure est du ressort de la police. Oui, et s'il y a un mort, la police doit répondre. Et il parle à demi-mot. Vous savez que dans nos pays africains, des fois, la police est chargée de la sécurité directe en ville. Et les forces armées ne devraient pas intervenir s'il n'y a pas un cas ultime. Mais on voit même des manifestations politiques en Afrique où des forces armées, des militaires, pour être clair, infiltrent même les policiers et gendarmes pour agir. On en sait quelque chose en Afrique de l'Ouest.
Je ne veux pas être plus précis. Alors, aujourd'hui, effectivement, au Nigeria, la police semble dire en fait que ce n'est pas nécessairement l'œuvre des policiers, ça pourrait être également l'œuvre des militaires ou des gendarmes, parce que dans beaucoup de pays, presque toutes les forces ont été mobilisées. Et les forces n'ont pas les mêmes commandements, mais pour pouvoir réussir effectivement et gagner cette guerre sanitaire, tous les chefs d'État, pratiquement même en France et dans beaucoup d'autres pays occidentaux, tous les chefs d'État pratiquement ont fait appel à tout le monde. Les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers, les militaires, et les douaniers, tous ceux qui pouvaient servir à quelque chose dans cette lutte ont été quand même appelés à être au front. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas comprendre aussi au niveau de la police nigériane, c'est que chaque fois qu'un agent est envoyé en mission, il y a un tableau où il y a son nom et l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le lieu exact qu'on doit couvrir. Donc, si on prend la police du Togo, à n'importe quel moment, on peut savoir dans tel quartier, à telle heure, quel agent était censé être là. La police, la gendarmerie, l'armée, c'est quand même des corps très, très disciplinés. Et il y a les archives qui ne mentent pas, parce que chaque fois que vous allez en mission, vous devez faire un compte rendu. Et donc, si vous faites le rapport et que vous signalez qu'il y a eu de tels problèmes, c'est remonté jusqu'au haut niveau. Donc, au commandement. Donc, le chef de la police ne peut pas faire croire à l'opinion qu'il ne maîtrise pas tellement ce qui serait à la base de ces violences exercées sur les citoyens. Ce qui est très important, c'est que si on prend des corps habillés comme chez nous au Togo, par exemple, vous savez que le Togo est souvent sollicité pour former d'autres corps en Afrique, notamment pour l'encadrement des manifestations. Parce il paraît qu'on a eu une expérience, et c'est vérifié sur le terrain, on a une expérience quand même remarquable. Et vous avez vu que depuis un moment, surtout après les années 2010, exception faite à l'année 2017, il y a eu quand même des manifestations politiques au Togo qui ont été bien encadrées par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu trop de problèmes, il n'y a pas eu de violence. Bien au contraire, il y avait même certains manifestants qui provoquaient des agents de la sécurité. Et tu peux te poser la question de savoir, mais quelle formation on leur donne malgré toutes les provocations? On a vu des femmes se déshabiller et puis déambuler devant des forces de l'ordre. Bon, ces agents pouvaient quand même leur donner un petit coup juste pour leur dire foutez-nous la paix, mais étant donné qu'il y avait eu une formation accrue, tout le monde respectait effectivement les consignes. Donc, dans aucun pays au monde, on ne peut dire qu'on ne sait pas quel policier était ici à telle heure, sauf aussi c'est des éléments incontrôlés. Or, dans le cas du Nigeria, la Commission des droits de l'homme, qui s'est bien renseignée, et c'est en cela qu'il faut saluer, contrairement à ce qui se passait il y a 5 ou 10 ans, il faut saluer le travail que les commissions nationales de droits de l'homme sont en train de faire en Afrique. Avant, les commissions nationales de droits de l'homme étaient systématiquement du côté du pouvoir et défendaient le pouvoir. Et quand il y avait les associations privées qui faisaient des rapports, ces commissions revenaient à la charge pour diaboliser ces associations. Mais depuis un moment, et peut-être que leurs associations la marchent très bien. Il y a une association des commissions nationales des droits de l'homme de la francophonie, une association mondiale aussi. Je crois qu'il y a un travail qui est fait, qui est appréciable. Chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, les commissions nationales arrivent même à s'auto-saisir. Et c'est en cela qu'on doit saluer leur travail. Sauf que la police, aujourd'hui, on est en 2020, la police n'a pas le droit de mettre sous éteignoir les mauvais agissements de certains agents. Et vous avez vu la gendarmerie nationale du Togo qui avait sorti un communiqué pour dire tel agent fait ceci et nous l'avons puni. Bon, on ne va pas nous dire tout en intégralité, mais au moins
on sent quand même que ce n'est plus comme avant. Et au Nigeria, on doit faire les mêmes choses pour qu'on puisse avancer. Parce que la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question d'être en uniforme ou pas. Parce que ce qui arrive aux civils aujourd'hui, ça peut arriver aussi comme militaire. Alors, on n'oublie pas aussi quelque chose. Nous sommes au Nigeria où la police n'a pas aussi bonne presse, n'a pas bonne réputation. Ah oui, évidemment. C'est peut-être... là où ta question précédente est vérifiée. C'est-à-dire que dans aucun pays en Afrique, la police n'a une bonne presse. Dans aucun pays. Partout, on estime que la police est systématiquement du côté du pouvoir et la police agit en ce sens-là. C'est partout en Afrique. Mais ce qui se passe au Nigeria, si le porte-parole de la police essaie de camoufler un peu ce qui s'est passé, il faudrait qu'il reconnaisse quand même qu'il y a des morts. Oui. Et aller jusqu'à 18 morts pendant que vous voulez protéger la vie des populations, je crois qu'il s'en est de trop. Là, en disant que c'est pas forcément la police, eh bien, il crée un autre incident entre les forces de l'ordre, de sécurité et l'armée. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que, parce qu'on a demandé aux populations de se confiner et on va envoyer l'armée. Et enfin, je ne sais pas quel genre d'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, etc. Mais il veut porter le chapeau à qui? Mais c'est la police qui couvre. Parce que c'est la police qui s'occupe de la sécurité en ce moment précis-là. Et tout commandement doit venir de la police. Ouais. Et je ne vois pas pourquoi on peut chercher à camoufler les choses et dire que ce n'est pas la police. C'est quel corps de l'armée alors? C'est ça la question. Maintenant, c'est vrai, en Afrique, c'est comme ça se passe. La police, on dit la police est... Mais quand on veut avoir une police républicaine aussi, il faut qu'elle soit bien formée, être professionnelle sur le terrain, accompagner les populations. Toutefois, ce qui est regrettable, c'est quand même lorsqu'on donne un mot d'ordre général, qu'il y ait encore des gens qui cherchent à passer outre ces mots d'ordre. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est vrai, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde ne peut pas survivre pendant une semaine sans sortir, etc. C'est vrai, tout ça. Mais pour notre bien, pour le bien de notre communauté, on est obligé de suivre ces mesures-là, drastiques qu'elles soient. Voilà. Le problème chez nous, en Afrique, en général, c'est qu'on n'a pas la culture de stocker de la nourriture. Contrairement aux Occidentaux, où on peut faire un stock pour 1 mois, 2 mois. On a des choses dans son réfrigérateur. Il faut déjà connaître. Maintenant, c'est maintenant, avec le confinement, que nous sommes en train d'en prendre en Afrique, d'une façon générale, à part la classe un peu aisée, d'une façon générale. Qui représente quoi? Oui, tout à fait. Même pas 2%. Voilà. Oui. Donc, c'est maintenant. Ce qui fait qu'il faut une souplesse. C'est en cela qu'il faut peut-être apprécier le discours de Talon qui dit « Je ne suis pas un pays riche pour faire la même chose comme vous ». Sauf que ce discours lui est retombé dessus parce que c'est lui maintenant qui dit le port de masque est obligatoire. Oui, mais c'est le confinement qu'il a refusé. Au Bénin. Mais le confinement, c'est une mesure importante. On peut peut-être en parler après. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les citoyens aussi respectent les mots d'ordre des dirigeants. Quand on dit qu'il y a couvre-feu, si tu n'as rien à faire dehors, il vaut mieux rester à la maison. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir dehors un citoyen qui n'a rien à faire? Oui. Bon, je prends le cas de Lomé. Au Togo, il y a des jeunes qui sortent juste pour narguer les forces de l'ordre. Je t'assure qu'il y en a. Ça, c'est suicidaire. Il y a des jeunes qui veulent tenter voir ce que ça donne dehors. Samuel, on dit malheureusement. Le feu commence à quelle heure chez nous? Chez nous, à 20h. À Lomé. Il faut te mettre sur un toit à 20h. Tu vas voir les jeunes autour de toi. Tu vas voir les jeunes. Tu verras des gens dehors. Et des gens qui ne sortaient pas avant, c'est maintenant après 20h
qui sortent pour voir est-ce qu'on ne frappe pas d'autres, est-ce que la police n'arrive pas, et c'est malheureux. C'est quand même curieux. On dit 20h, les gens, à 20h, c'est maintenant, ils ont quelque chose à faire dehors. C'est là où on ne comprend pas. Ce n'est pas qu'on défend les forces de l'ordre de sécurité, mais il faudrait que les citoyens aussi respectent les normes pour que quand il y a de ces abus, qu'on puisse aussi dénoncer la tête haute. Mais quand les citoyens aussi essaient de provoquer les forces de l'ordre et qu'il y a de ces abus, bon, on est obligé de parler des deux. Et c'est dommage. 18 morts pour un couvre-feu ou pour des mesures de confinement, c'est trop pour un pays. D'autant plus que le Nigeria a enregistré, sauf erreur, peut-être l'évolution, oui, cas. Mais le nombre de morts n'a pas dépassé 18. Donc 18 morts ça, le paradoxe, à cause de la violence, alors qu'il y a eu seulement 12 morts liés au coronavirus. Ça n'a pas de sens. Finalement, qu'est-ce qu'il faut plus craindre au Nigeria? Non, je crois qu'avec ce problème et la sortie de la Commission des droits de l'homme, le gouvernement fédéral a pris des mesures. Je crois que dans les jours à venir, vous savez, au niveau de l'armée, ils ne sont pas comme chez nous, les civils. Quand il y a de ces erreurs, on ne communique pas trop dans les armées, mais il y a des mesures, il y a même des sanctions. Sauf qu'on n'a pas tellement les informations sur ce qui a été fait à ceux qui ont agi de cette façon. L'armée a toujours été taxée de grandes muettes. Oui, bien sûr. Je disais, quand vous avez un mal, 407 cas, 12 décès. Et on se dit, pour éviter d'avoir plus de décès, on reste chez la maison. Et que la police en fait plus que le mal, la police devient pire que le coronavirus. Non, mais écoutez, sur les 407 cas confirmés, on ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne peut pas. Moi, je ne veux pas. C'est une analyse trop simpliste. Parce qu'aujourd'hui, si l'État fédéral ne réagit pas par rapport à ce qui s'est passé, c'est que là, vous aurez raison de faire cette analyse. Mais je suis sûr qu'aucun État ne peut se taire par rapport à cette situation où la police doit tuer plus que le mal qu'on craint. Je dis tout simplement que la police doit prendre la mesure de la chose et se rétracter un peu et de façon professionnelle, coordonner ce confinement. Et je crois que l'État fédéral nigérien va se lever très tôt et prendre d'autres mesures pour assouplir un peu la chose pour qu'il n'y ait plus de bavure. Mais comme on le disait, un confinement, c'est dur. Néanmoins, c'est pour la bonne cause. Et qu'est-ce que ça nous coûte de respecter ce confinement-là pour un temps et qu'il n'y ait pas de mort suite au coronavirus et suite aux violences policières. Oui, mais en même temps, peut-être ceux qui nous suivent vont se dire c'est facile ce que vous dites parce que lorsque vous êtes chez vous et que vous vivez au jour le jour et vous n'avez eu aucune assistance, vous serez poussé à sortir. Si vous êtes un homme, vous regardez votre femme, vos enfants, vous serez poussé à sortir, même si vous savez que la mort est dehors. C'est vrai ce que tu dis. Toutefois, vous savez, nos États, malgré leurs maigres moyens, essaient quand même d'ouvrir des pans de solidarité. Qui ne marche pas toujours, hein? Oui. Que ça marche. Si on prend le 855 présentement au Togo, c'est la croix et la bannière. Ça, c'est vrai. Surtout au Lagos, c'est une mégalopole de 20 millions d'habitants. On comprend. Néanmoins, c'est vrai que au Nigeria, il y a pratiquement sur les 20 millions dont vous parlez, 16 millions sont dans l'extrême pauvreté. Mais il faut quand même un élan de solidarité vis-à-vis de ces populations-là. Je crois que l'État fédéral doit le faire. Nous parlons, nous disons ce que nous voyons. Mais est-ce que la réalité n'est pas ailleurs? Parce que moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on évite la propagation de cette maladie-là sur le continent. Aujourd'hui, voyez-vous, on est en train
de renverser un peu la courbe. Plus de guéris que de cas confirmés et moins de décès chez nous. Je crois que c'est à ça il faut aller. Et ça ne peut se faire qu'en respectant les mesures que les gouvernants ont recommandé. Je voudrais ajouter que, contrairement au Nigeria, au Kenya, il y a eu une séance de distribution de vivres et ça aussi, ça a dégénéré parce que les populations étaient très affamées, il y a eu des bousculades. Et les gens, heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui ont été piétinés. Donc là aussi, c'est un autre problème qui se pose. Oui, ce cas par exemple, par rapport à ce qui s'est passé chez nous avec la NADEM, qui a distribué des vivres au lieu des plats chauds. Mais quand les gens sont arrivés sur les sites, on leur a dit comment vous devrez vous disposer et comment vous devez être appelé avant de bouger, de venir. C'est-à-dire que tout est question d'organisation. Le problème... Lorsque le truc est mal organisé, on ne peut que vivre ça. Vous-même, vous voyez un peu partout, quand on dit on fait une distribution gratuite, tout le monde veut être le premier parce que les gens pensent que il n'y en aura pas pour tout le monde. Et dans le cas du Kenya, c'est parce qu'à un moment, certaines couches se disaient que sûrement qu'elles ne pourraient pas bénéficier. Donc, les gens se sont tous rués sur ceux qui distribuaient la nourriture. Et résultat, il y a eu des bousculades et d'autres ont été amenés d'urgence à l'hôpital. Aujourd'hui, la pause, c'est déjà l'heure de la pause. Il faut que les forces de l'ordre fassent respecter le couvre-feu tout en respectant les droits de l'homme. Il faut que les civils aussi respectent le couvre-feu en restant à la maison. On part pour la grande pause. On est dans une dizaine de minutes.